Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du débat sur Canal 2 Info. Un débat qui va nous permettre de revenir sur la République centrafricaine. On dirait que voici venu le temps des élections du côté du pays de Catherine Samba-Panza. Une transition renouvelée à plus d'une reprise. Une transition qui avait promis la tenue des élections. D'abord le référendum et ensuite le premier tour de la présidentielle avant le terme de cette année. L'annonce mercredi dernier des candidats qui pourraient faire office de challenger ou alors de prétendants au fauteuil présidentiel de ce côté-là a soulevé quelques échauffourées. Et on reviendra donc sur cette annonce-là, sur les contours de cette présidentielle annoncée du référendum. C'est pour cette édition du débat sur Canal 2 Info. Et avec nous dans ce studio, deux invités. Le premier, Edmond Kamgia, c'est un diplomate, journaliste. Il est avec nous dans ce studio et avec lui, on va revisiter les contours de cette marche, mais surtout les contours, n'est-ce pas, de cette élection annoncée. Bon, merci Edmond d'être là pour cette nouvelle édition du débat. Merci Christian, bonsoir. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir pour ce débat. Merci Edmond. Avec Edmond et nous dans ce studio, Elie Smith, internationaliste, journaliste, c'est un globe-trotteur. L'Afrique, la RCA notamment, et bien d'autres pays de la sous-région. Il en connaît, c'est un globe-trotteur qui a aussi un regard, au regard de son expérience, n'est-ce pas, à travers le monde, la perspicacité de ses analyses, le côté franc-parler, n'est-ce pas, de l'homme, sera certainement aussi utile au cours de ce débat et de cet échange autour de cette question électorale en République centrafricaine. Elie Smith, merci d'être là pour cette autre édition du débat. C'est un honneur d'être là. Voilà. Cher monsieur, nous allons donc retourner à travers quelques contours cette actualité autour de l'élection présidentielle annoncée pour le 27 décembre prochain. Le référendum aura déjà eu lieu le 13. Dans quelles conditions? Qui sont les candidats qui peuvent se dégager de cette liste des 30? Les grands absents? Pourquoi sont-ils absents? Les raisons évoquées? Et puis finalement, vers quelle crédibilité cette élection-là s'en va? Est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier du processus qui a mené à cette élection et de là envisager une élection dans la calmie qui permettrait à la République centrafricaine de retrouver toute, on va dire, la dignité, mais surtout retrouver ce qui fait de ce pays-là une nation à travers véritablement des institutions viables et présentes. Edmond Kamgia, vous êtes surpris déjà, commençons par le regard sur la liste des candidats annoncés, une trentaine. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, 30 candidats sur 44 dossiers déposés, examinés, 14 rejetés. J'estime que le nombre de candidats retenus est quand même assez grand par rapport à cette élection-là. Et compte tenu des difficultés que connaît la Centrafrique à régler beaucoup de problèmes, 30 candidats, je pense que l'autorité nationale des élections, je crois, ils ont fait preuve de beaucoup de juridisme. C'est-à-dire qu'ils ont tenu compte peut-être des critères annoncés et qui ont, n'est-ce pas, encadré le processus. Mais malheureusement, il fallait tenir peut-être compte d'autres types de critères concernant, par exemple, la capacité, n'est-ce pas, de l'autorité nationale des élections à gérer au mieux cette élection qui aurait dû gagner à avoir un peu moins de candidats. Je pense que le nombre de candidats est trop élevé pour un pays qui connaît beaucoup de difficultés, qui connaît encore une situation humanitaire qui mérite encore le soutien non seulement d'autres pays africains, de la sous-région, mais également de la communauté internationale. Alors, Elie Smith, une trentaine de candidats. Il va sans dire que le fauteuil présidentiel en République centrafricaine fait courir. De votre point de vue, qu'est-ce qui fait courir justement? Est-ce l'envie de servir? Est-ce les richesses appréhendées derrière la fonction présidentielle? Ou alors la vitalité du jeu politique en République centrafricaine? Bon, je pense que c'est la première. Bon, dans la première, il y aura deux sortes de candidats. Il y a ceux qui veulent vraiment servir la RCA. Il y a d'autres qui pensent que c'est une opportunité pour avoir un peu de l'argent, parce que chaque candidat aux élections présidentielles aura un budget. Parce que si c'était que tous, avec la République centrafricaine à cœur, je crois qu'eux devaient mettre un bémol à leur ambition personnelle et joindre ceux qui ont plus de chances à être élus. Moi, je pense qu'il y a il y a d'autres candidats qui pensent que ils sont sincères dans leur désir de servir la RCA, mais d'autres, je pense que ce n'est pas ça. Voilà. Alors, au-delà de ce qu'on peut constater dans la constitution de ces listes-là, il va sans dire que
on a quand même des surprises de votre point de vue. Où devraient pouvoir se situer les surprises dans cette liste quand même pléthorique de 30 candidats? Excusez du peu. Bon, les surprises, c'est par exemple quand on a quelqu'un comme Faustin Touadéra qui a été Premier ministre à un moment. C'est moi, Premier ministre de Bozizé pendant longtemps. Donc c'est ça qui me surprend un peu. Bon. Et puis, le problème d'abord, c'est le chiffre. Il y a d'abord beaucoup de personnes. Il y a 30 dans un pays qui a des difficultés. Vous voyez, c'est un pays, je crois, Edmond l'a souligné tout à l'heure, c'est un pays qui vit sur perfusion sous-régionale et internationale. Donc, je pense que ça, c'est la première surprise de voir quand un pays qui est avec qui est en difficulté financière et économique ou politique, pour voir 30 personnes y participer. Mais pour moi, souvent, les noms, quand j'ai suivi Anissé Dologuélé, je ne suis pas tellement surpris. Il a été à la BAD, à la Banque africaine, à la Banque BDAC à Brazzaville, un ancien Premier ministre aussi. Donc, c'est ça ça ne me surprend pas tellement. Mais pour moi, c'est Faustin, l'ancien Premier ministre de Bozizé. Moi, je ne savais pas. Donc, ça veut dire que tout le monde est ambitieux. Donc, c'est ça, pour moi, c'est une surprise. Alors, mais de votre point de vue, Elie Smith, le regard, vous y avez été en République centrafricaine, vous avez côtoyé ces personnalités-là du temps de Bozizé et peut-être même un peu plus avant. Qu'est-ce qui peut justifier justement on va dire ce chiffre élevé, cette prétention peut-être légitime, mais quand même, on va dire nombreuse, n'est-ce pas, dans un pays en crise, dans un pays avec de profondes douleurs? De votre point de vue, qu'est-ce qui animerait ces hommes politiques au point d'affaire autant de prétendants au fauteuil présidentiel? Premièrement, je pense qu'à quelque chose de malheur est bon, hein, donc, parce que comme on a les gros dinosaures comme Bozizé, Dioto Dia ou les Amin ou les autres qui ont été déclassés, fait que d'autres prétendants se disent que nous avions l'opportunité aussi d'être président de la République. Je pense qu'après d'avoir éliminé d'autres ténors de la politique centrafricaine, ça a permis que d'autres individus puissent sortir du lot. Et chacun croit à sa capacité de gravir ou d'être président de la République. Et d'autres aussi pensent que souvent peut-être les Centrafricains sont fatigués des individus ou des personnages qui ont maillé l'histoire politique de ce pays, qui ont aussi, sciemment ou non, contribuer à l'instabilité politique. Ils voudront peut-être avoir une nouvelle donne, une nouvelle personne, femme ou homme, comme partout au monde. Vous avez vu en France, vous avez vu aux États-Unis, on ne peut pas peut-être aimer Donald Trump ou Ben Carson. C'est eux qui sont en tête dans les sondages. C'est tout simplement parce que la population du monde entier, que ce soit pauvre ou vieux, on a les mêmes aspirations. Je crois que beaucoup de ces candidats savent très bien que beaucoup de Centrafricains ont besoin du sang neuf. Alors, mais Edmond Kamguia, je ne sais pas si vous partagez cet avis, hein, le fait d'avoir quand même des noms pas toujours mis en avant, même si c'était pour quelques-uns des travailleurs de l'arrière-plan. Michel Dioto Dia ne s'est pas porté candidat, le dernier président avant la transition. On a Edouard Ngayassana qui finalement lui aussi n'y est pas, Nicolas Changaï, l'ancien Premier ministre, Noureddine Adam, on sait à la tête de la Séléka, et le cas Bozizé, bien évidemment. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avant de rentrer dans les déclinaisons que pourraient entraîner, n'est-ce pas, ces absences-là, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir la crainte de l'inconnu dans une situation de crise, un pays qui a besoin des hommes de couloir, des hommes qui connaissent, j'ai envie de dire un peu, les réalités du pouvoir pour redresser la République centrafricaine? Est-ce qu'on ne courrait pas vers le risque, au regard de cette liste-là, d'avoir un sauveur inconnu? Non, je ne pense pas. Dans toutes les élections présidentielles qui se déroulent dans tous les pays du monde, il y a toujours des curiosités. Il y a toujours des particularités. Comme disait Smith tout à l'heure, on voit aux États-Unis un certain Donald Trump, qui est un monsieur qui a beaucoup d'argent, un milliardaire, qui n'est pas si mais qui inconnu tient que ça. Oui, il n'est pas si inconnu que ça, mais il tient des propos quand même qui dérangent et qui montrent en réalité le caractère, j'allais dire, complexe de la vie politique américaine. Voilà quelqu'un qui dit non aux musulmans. Mais alors que l'Amérique, c'est quand même un pays qui officiellement est un pays qui se bat pour promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Et dans la Constitution américaine, on respecte le droit du culte.
c'est-à-dire la liberté de religion. C'est sacré aux États-Unis, comme dans d'autres grands pays au monde. Quand il dit non aux musulmans, cela signifie qu'il ne respecte pas lui-même la Constitution américaine. Ça, c'est une petite parenthèse pour dire que dans le cas de la Centrafrique, je note avec quand même beaucoup de... je n'allais pas dire de satisfaction, mais de stupéfaction. Beaucoup de candidatures dont les candidats, c'est-à-dire n'ont pas de parti politique. C'est-à-dire il y a beaucoup de candidatures indépendantes. C'est une des choses que je constate. Il y a beaucoup de candidatures indépendantes. Comment peut-on l'expliquer? Oui, Smith l'a dit tout à l'heure, il y a un besoin de changement, un besoin de nouveau, d'hommes politiques ou de femmes politiques nouvelles sur la scène politique. Vous pensez que le peuple se sent déçu, désemparé par les figures politiques traditionnelles et serait prêt à faire se sauver l'inconnu? Ça, c'est une possibilité, mais ce n'est qu'une hypothèse, parce qu'en même temps, on voit des poids lourds qui sont toujours là, qui ne sont pas partis. Je pense à Martin Ziguélé, qui est là, cet ancien Premier ministre, qui n'est pas, n'est-ce pas, à sa première compétition en Centrafrique. Je pense également à beaucoup de résistances. Je crois il y a les fils Patassé, les fils d'anciens présidents qui tiennent à garder le nom de leurs parents dans la vie politique centrafricaine. Cela montre donc en réalité qu'il y a une sorte de mélange. J'allais dire une sorte de dosage que l'autorité nationale des élections a voulu faire en valorisant en réalité la liberté pour chacun d'être candidat. Ça, c'est un point positif. C'est-à-dire, chacun est libre d'être candidat. À partir du moment où tu respectes les critères, tu peux être candidat et ta candidature validée par la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait. Mais je maintiens et je persiste sur l'idée que d'abord l'autorité nationale des élections et même la Cour constitutionnelle aurait dû tenir compte d'un certain nombre de critères liés à la spécificité de la situation centrafricaine. C'est-à-dire, le pays n'est pas dans une situation normale. Le pays est en crise. Et quand un pays est en crise, des mesures, j'allais dire, exceptionnelles doivent être prises, y compris même dans les élections. Ça, ils n'ont pas tenu compte de cet aspect. Vous aurez vu la transition et les autorités en charge de l'organisation des élections mettre un certain nombre de conditions pour réduire au maximum le nombre possible de candidats? Tout à fait. Personnellement, j'aurais trouvé normal que des mesures exceptionnelles soient prises pour réduire au maximum le nombre d'élections. De tronquer le processus qui se veut démocratique déjà non, dans une situation on ne peut pas le dire ainsi. Parce que, comme je le répète, nous sommes en Centrafrique dans une situation qui n'est pas normale. On veut sortir d'une transition pour une période normale. Je suis d'accord avec la charte de la transition qui veut que tous ceux qui ont participé ou qui exercent encore des fonctions dans la transition, que ce soit au gouvernement ou au sein du Parlement, ne puissent pas être candidats. C'est la raison pour laquelle, justement, Mme Catherine Samba-Panza ne peut pas être candidate, comme d'autres membres de cette transition-là ne pouvaient pas être candidats. Et là, c'est une bonne chose. Mais il fallait l'encadrer au mieux parce que, fort heureusement, peut-être, il y a un second tour qui permettra éventuellement, si nécessaire, de tamiser. Parce que s'il n'y avait pas ce second tour, ça allait être encore plus complexe. Alors, on va peut-être sortir du regard porté sur la liste, les surprises, les absents. Elie Smith, on a quand même dans cette liste-là des grosses absences comme celle de Bozizé, même si cela faisait déjà polémique avant, Noureddine Adam. On a vu autant les déclarations du chef de la Séléka, Noureddine Adam, il y a quelques jours, qui faisait pratiquement office de déclaration de guerre dans un contexte déjà très tendu. Et ensuite, les échauffourées, juste après la publication de la liste de mercredi, où des partisans de François Bozizé ont clairement manifesté leur mécontentement. On a l'impression qu'on va vers une élection où les tensions davantage se cristallisent et on a comme l'impression que les différents quartiers, on va dire les états-majors, se reconstituent pour mener une espèce de bataille, même si elle n'est pas encore visible de manière graduelle. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le risque à travers l'exclusion de ces personnalités? Bon, il faut qu'il y ait cette possibilité, mais maintenant, je pense parmi ces candidats-là, c'est ceux qui ont été disqualifiés ont leur candidat, quel qu'en soit le cas, ils savaient très bien. Par exemple, quand vous voyez les gens comme Cyriaque Ngonda, Cyriaque Ngonda est a été ministre de la Communication, ministre d'État de Bozizé pendant longtemps. Si vous voyez encore quelqu'un comme, les gens comme Guy Roger Mosquite, qui est un journaliste, là, je ne sais pas, mais il y a des individualités là-bas que je pense qu'ils peuvent peut-être stabiliser au cas où ils sortent comme au premier tour. Même Anissé Delogele, je crois que la clé
pour ne pas avoir des problèmes là-bas serait que un des candidats ait le soutien d'une plus grande majorité de la population. Si les candidats qui émergent soient des candidats que la population va soupçonner que sont des candidats qui sont par exemple téléguidés ou ont l'onction par exemple du Tchad ou de la France, je pense que c'est là où j'ai peur de l'avenir de la République centrafricaine parce que je pense que dans son âme et conscience, Bozizé savait très bien qu'on ne peut pas d'abord l'accepter pour y participer. Et on peut peut-être critiquer parce que moi j'ai toujours dit dès le début que pour la stabilité, il faut qu'on ait un dialogue inclusif, que tous les protagonistes de la politique centrafricaine soient inclus dans tous les dialogues, même aux élections présidentielles. Mais comme ils ont fait l'option de les exclure, on a exclu un peu tous. On n'a pas vu Noureddine Adam, ni pas Diotio Dia. Et du côté de Bozizé, Bozizé n'est pas là. Même celui qu'on soupçonne, entre guillemets, Edouard Patrice Ngaïsona, qui est supposé être le financier des anti-Balaka, a aussi été invalidé. Bon, je pense que là, on a un peu équilibré le jeu. Maintenant, il y a des individus qui sont... parce que je crois que toutes ces personnes qui n'ont pas participé aux élections, comme Bozé ou les Diotodia ou Noureddine Adam, ont misé sur, entre guillemets, d'autres chevaux que ça dépend de leur popularité et les alliances qui vont tisser sur le sol ou sur le terrain qui va déterminer l'avenir de la stabilité en Centrafrique. Et surtout, il faut que ce soit des élections qui soient transparentes et pas de soupçon d'être téléguidées par l'extérieur. Edmond Kambia. Voilà une problématique qui revient toujours à chaque fois qu'on va vers les élections, notamment en Afrique francophone. Le cas de la République centrafricaine est tout à fait particulier au regard, n'est-ce pas, de la crispation et de la crise que ce pays vit actuellement. Est-ce qu'il faut rester dans ce discours et dans cette psychose de la mainmise de la France? On a entendu des voix s'élever, effectivement, qui allaient dans le sens de ce que craint Elie Smith, où des propos, notamment du ministre français de la Défense, Yves Le Drian, ont été analysés et perçus avec beaucoup de colère dans les chaumières du côté de la République centrafricaine. Est-ce qu'il faut résolument penser que la France serait à la manœuvre pour installer un président à la tête de la République centrafricaine? Je pense que c'est un débat qui existe et qui a existé et qui existera toujours à partir du moment où la France on a vu notamment a été l'ancienne puissance coloniale de la Centrafrique. On a vu le ministre Yves Le Drian au sujet de la candidature de Bozizé déclarer de manière froide que si Bozizé ne comprend pas qu'il est hors jeu, il faudra bien qu'on lui montre qu'il est hors jeu ou qu'on le lui fasse savoir. Des propos comme ceux-là, est-ce que ça ne pourrait pas crédibiliser la thèse selon laquelle la France serait à la manœuvre et serait finalement celle qui décide de qui sera président en République centrafricaine? Oui et non. Oui, parce que la France a joué et continue de jouer un rôle prépondérant en Centrafrique. N'oublions pas du tout que la France a toujours sa base militaire en Centrafrique. N'oublions pas que la France a la force Sangaris depuis au moins 2013 en Centrafrique. N'oublions pas tout le rôle, au-delà du rôle politique, diplomatique et militaire que joue la France. On se souviendra aussi de l'opération Barracuda. Oui, l'opération Barracuda. D'ailleurs, depuis l'indépendance, la France est pratiquement partie prenante de l'évolution politique de la Centrafrique. Donc, on ne peut pas l'écarter dans l'analyse. Cela dit, je veux croire et espérer que certaines candidatures qui ont été validées ne seront pas vite stigmatisées comme étant des candidatures pro-françaises ou des faire valoir. Mais je sais qu'il y a des candidatures, parmi les poids lourds, il y en a qui ont de très bonnes relations avec la France. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont fait allégeance à la France. Il faut qu'on fasse un distinguo entre avoir de bonnes relations avec des personnalités dans un gouvernement et être lié de manière presque congénitale ou n'avoir pas coupé le cordon ombilical avec Paris. Non, là, il faut vraiment qu'on fasse le distinguo. Pour dire que dans les choix, parmi ces candidats, il y a de bonnes candidatures. Je vois par exemple Martin Ziguelet, qui est quelqu'un de bien, qui a souvent pris de bonnes positions, qui a été Premier ministre, et on sait comment il a exercé ces fonctions-là. Il y a Anissé Jean de Logolé, qui bosse à la BDEAC, et qui est assez accommodant et dont les chefs d'État africains de la sous-région l'ont vu travailler. Bon, en fait, je ne dis pas que c'est la sous-région ou c'est la France qui vont élire les candidats. Ce sont les Centrafricains eux-mêmes. Mais cela dit,
Je voudrais dire un mot quand même, ajouter un mot par rapport à François Bozizé, pour dire que dans tous les cas, il n'avait aucune chance. Il n'avait aucune chance d'être candidat. Au-delà même des critères qui l'ont disqualifié, il n'avait aucune chance. Parce qu'il est, il faut le rappeler ici... De l'emporter ou d'être candidat? D'être candidat. Il n'avait aucune chance d'être candidat. Il est sous le coup de sanctions internationales. Il y a des mandats d'arrêt qui pèsent sur lui. Comment est-ce qu'il a... Certains y voient davantage encore la même mise de la France, la même base de la France, pour exclure François Bozizé avant même que l'enjeu ne soit effectif. Oui, mais je dois quand même reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement de transition pour favoriser un véritable dialogue. Il y a eu le forum de Brazzaville, il y a eu un dialogue en Centrafrique. C'est vrai que discuter, dialoguer, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas toujours. Il faut continuer à discuter. Mais je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Cela fait en sorte qu'on ne peut pas passer tout le temps à discuter et retomber sur les mêmes travers. Parce que François Bozizé et Djotodia s'étaient retrouvés au Kenya, avaient signé un accord qui n'a pas été reconnu. Parce que derrière cet accord, derrière cette rencontre-là, il n'y avait pas, j'allais dire, le soutien du gouvernement de transition. Donc on ne peut pas faire ce reproche de manière globale à la transition de n'avoir pas associé les deux anciens prédécesseurs. On a véritablement l'impression que Bozizé fait peur. Pourquoi Bozizé ferait-il peur dans ce processus? Bozizé fait peur parce qu'au moins une des branches armées qui fait le désordre à Bangui et dans certaines contrées de la Centrafrique, je veux parler des Séléka, sont des partisans de Bozizé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'il n'y a pas eu désarmement. On s'achemine vers des élections sans désarmer les milices, sans désarmer des personnes qui peut-être hier étaient dans les FACA. Certains sont ouvertement retournés dans les FACA à la demande de la présidente Catherine Samba-Panza. Mais tous ne sont pas rentrés dans la régularité, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines. Il y en a encore qui sont dans la rébellion. Et n'oubliez pas que... Une armée sans armes, en tout cas les FACA actuellement. Oui, une armée sans armes. Disons qu'une armée encadrée par la communauté internationale. Alors que les armes se retrouvent ailleurs, oui, dans les mains des milices notamment. Oui, le paradoxe, c'est que l'armée, elle n'a pas d'armes. Oui, mais je crois que l'armée aura des armes quand la Centrafrique aura un pouvoir démocratiquement élu. Lorsque un chef d'État avec son gouvernement démocratiquement élu va s'installer, je pense que toute la communauté internationale et même la sous-région vont doter le nouveau gouvernement de moyens qui permettent à ce gouvernement-là de se doter d'une armée crédible et capable de relever les défis. Je pense, avant de terminer, tu me permettras, avant de chuter, de dire quand même que, d'adresser mes condoléances quand même à la famille de notre compatriote. Vous n'êtes pas sans savoir. Le général Martin Toumenta est décédé. Il était un grand commandant de la MINUSCA, d'abord de la MISCA, et puis de la MINUSCA. Il s'en va ainsi, sa révérence. C'est vrai, il était malade, mais dans des conditions qui suscitent beaucoup de débats dans la presse écrite, dans les médias et autres. J'espère que on aura les véritables raisons de sa mort subite. Parce que je dis la mort subite parce que quelque temps, sa mort a coïncidé avec, j'allais dire, est survenue après un travail important qu'il a joué en Centrafrique. Il a déjoué un coup d'État en Centrafrique. Parce que lorsque Catherine Samba-Panza retourne précipitamment en Centrafrique, parce qu'il y a pratiquement des gens armés qui veulent... faire du président du Parlement de transition le président de la transition. Et fort heureusement, le président du Conseil national de transition a refusé d'assumer, c'est-à-dire a refusé de prendre les fonctions de Catherine Samba-Panza. Même s'il était très dur avec Catherine Samba-Panza. Même s'il était très dur, je pense qu'il faut le féliciter de n'être pas tombé dans le jeu des putschistes. Et en cela, il a joué un rôle important pour la poursuite de la transition. Je parlais de Martin Toumenta, qui a été celui-là, qui non seulement a repoussé les assaillants pendant que Catherine Samba-Panza était à New York, mais qui, au retour de Catherine Samba-Panza, est allé à l'aéroport, l'a cherché, l'a ramené directement à la présidence pour qu'à partir de là, elle puisse assumer ses fonctions. Parce que si elle n'était pas retournée directement à la présidence, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Il faut lui tirer un coup de chapeau parce que c'était un grand commandant. Très bien. Nous avons aussi tout notre regard et toute notre compassion de manière assez effective. Nous partageons la douleur
de la famille. Et ensuite, le général Toumenta, c'était un produit de l'armée camerounaise, c'était un digne fils de ce pays qui est allé en mission. Il a rempli sa mission, certainement qu'il a rempli jusqu'où il était porté à la remplir. Et on a un coup de chapeau pour tout ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas, de ce côté-là. Avec vous, Elie Smith, on va revenir quand même sur cette liste avant de clore le chapitre sur cette liste-là et regarder peut-être en 2 ou 3 points les contours du référendum et de l'élection présidentielle. Si vous avez des figures qui, de votre point de vue, se dégagent dans cette liste pléthorique, ces 30 candidats, de votre point de vue, ce premier tour, il pourra être cadencé par quelle personnalité politique que vous voyez, que vous connaissez bien dans cette liste-là? Ah là là, c'est difficile. C'est dit peut-être, bon, si on veut se baser sur l'expérience politique, je pense que Martin Ziguélé sort vraiment de l'eau parce qu'il a été Premier ministre et puis il a pris des positions qui sont en phase avec le mouvement mondial aujourd'hui, dont la liberté, le respect des droits de l'homme. Et puis il a aussi une certaine probité. Je lui connais personnellement. Bon, il y a aussi Anissé Delogélé, parce que Delogélé, on peut dire que, vu son expérience en tant que professionnel, gestionnaire d'une institution sous-régionale, c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose qui peut... Mais je soupçonne aussi, je regarde aussi un certain Syriac Ngonda, qui peut jouer les troubles faits. Et le troisième larron qui pourrait jouer des tours aux 2 premiers. Oui, je pense que, donc, pour conclure, je pense qu'il y a Martin Ziguélé, il y a Anissé George Delogélé, il y a Syria Ngonda. Et puis aussi, il y a un certain Abdou Karim Mekassoa qui a été porte-parole de Bozizé. Il a été ministre de la Communication. Après, bon, il a été démis de ses fonctions. Voilà les gens que je pense qu'on doit bien nous focaliser. Vous le voyez recueillir les soutiens des déçus de Bozizé par rapport à la candidature? Vous voyez son porte-parole en bénéficier? Oui, je pense que Syria Ngonda, puisque ça a été l'un des fidèles de Bozizé, malgré qu'ils ont eu des problèmes à un moment, il y a cette fibre qui peut jouer. Vous devez savoir aussi dans nos pays africains, c'est aussi un problème. Il y a le vote ethnique. Il y a le vote ethnique, il y a aussi le vote de la loyauté. Et je sais que Edmond Kamia connaît bien la République centrafricaine, mais il a commis une petite erreur qui peut arriver. Bozizé n'est pas soupçonné de soutenir la Séléka, mais les anti-Balaka. C'est les anti-Balaka qu'on le soupçonne. Oui, mais je pense qu'il a parlé des anti-Balaka. Non, vous avez parlé de la Séléka. Ah, bon, ça peut arriver, ça peut arriver, oui. Mais pas des anti-Balaka. Exactement. Oui, parce que les candidats qui vont gagner, il faut savoir que nous parlons beaucoup des candidats de la France. C'est que nous oublions que les acteurs sous-régionaux aussi ont leurs candidats. Ils ont leurs candidats. Oui. Qui est le candidat du Tchad? Qui est le candidat du Congo-Brazzaville? Qui est le candidat du Cameroun? Mais pour le Cameroun, j'en doute un peu parce que nous avons une autre stratégie, mais peut-être d'une manière un peu en sourdine. Mais il y a 3 pays, ou 4 si on inclut la France. Il y a le Tchad. Et le Gabon aussi, qui a quand même envoyé une ardoise consistante. Et le Gabon. Mais le Gabon n'a pas été, depuis la mort du père Omar Bongo, n'a pas cette velléité de rôle sous-régional comme son papa en avait. Oui, il finance. Il prend le temps de grandir. Il prend le temps de grandir. Donc moi, je pense que, regardons, au-delà des candidats de la France, il y a aussi des candidats de la sous-région. Alors, en attendant la maturité du président Ali Bongo, en tout cas, sur le plan de la comparaison avec ses autres pairs, quand on voit quand même Denis Sassou Nguesso, Paul Biya à côté, Idriss Déby, Ali Bongo, il sait bien tirer sa touche et il sait reconnaître la place qui est la sienne. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le Gabon a quand même donné l'ardoise, pratiquement la moitié de l'ardoise pour le financement de ces élections-là. Et il me semble on a l'habitude de le dire, celui qui paye peut être celui qui contrôle. Est-ce que cela va se vérifier aussi au cours de cette élection-ci? Vous le pensez? Je le pense. Un Gabon influençant le processus? Le Gabon peut l'influencer, mais si le Gabon veut l'influencer, il faut qu'il l'influence d'une manière positive. Ça veut dire quoi? Soutenir un candidat qui a un consensus. Je sais qu'on ne peut pas avoir un consensus à 100%, mais quand même un consensus, un candidat qui émerge et qui aura le soutien et qui peut aussi consolider la transition et consolider la paix. Il y a un problème en Centrafrique et que je crois que Edmond a dit, le problème de la République centrafricaine est que tous les dialogues qui ont eu lieu, tous les engagements pris n'ont jamais été respectés. Et autre chose, moi je suis contre le fait qu'on a désarmé le FACA, soi-disant ils sont loyaux vis-à-vis de Bozizé.
Bozizé, s'il s'est présenté, il devait gagner les élections parce qu'il y a un problème en République centrafricaine. C'est lui qui paye quand même les salaires régulièrement. Il l'a fait pendant 10 ans, sauf dans les derniers moments. Donc, il a une certaine crédibilité. Je me rappelle, je suis allé à l'hôtel central à Bangui en février 2014. Il y a un monsieur qui m'a dit ceci, Bozizé est parti, il nous a laissés. Les voyous sont arrivés. Au moins, quand il était ici, on nous payait les salaires régulièrement. Donc, il y a des choses. La République centrafricaine n'est pas un peu comme le Cameroun, qui a une petite couche industrielle, peut-être sur le secteur informel. Vous voulez dire que la majorité vit sur le... C'est la fonction publique. C'est un pays que c'est le fonctionnariat. Si on ne paye pas, si vous voulez désarmer ou désaxer la République centrafricaine, ne paye plus les salaires et ça va s'arriver. C'est un truc qui se répète, même en 1979. Alexandre Le Marange le dit dans son livre « Dans les secrets des princes », pour faire le coup d'état là-bas à l'aéroport, il a suffi de venir à l'aéroport avec des billets, avec des mallettes d'argent pour payer les gens qui n'avaient pas été payés, les gardes qui étaient là à l'aéroport. Et on a pris l'aéroport, on a renversé Jean Bendel Bokassa. Donc c'est le problème de la République centrafricaine. Il faut un candidat consensuel. Qui puisse faire passer les fonctionnaires à la caisse. Exactement, oui. Alors, cher monsieur, il y a quand même que dans cette situation-là, l'annonce de la liste des candidats a quand même fait vivre des échauffourées. On avait l'impression que le passage, n'est-ce pas, de sa sainteté, le pape François, allait redonner quand même une accalmie dans ce processus et dans la vie quotidienne en République centrafricaine. Et que non, au lendemain déjà, il y avait un autre mort au fameux kilomètre 5. Et on se demande, quand on voit que l'archevêque actuel de Bangui a quand même fait une marche hier pour entraîner quelques-uns vers le kilomètre 5 alors que le parcours était devenu difficile. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les personnes spirituelles, les garants de la morale, qu'ils soient imams, qu'ils soient archevêques à Bangui, peuvent avoir un rôle conséquent à jouer? Autant on a eu des craintes au retour du pape avec cet autre décès. Est-ce que vous avez l'impression, Edmond Kamgia, que les hommes spirituels aujourd'hui ont encore cette capacité à influer sur la violence en République centrafricaine? Je pense qu'il faudra du temps, n'est-ce pas, pour que les Centrafricains essayent de renouer, n'est-ce pas, j'allais dire, de renouer leur foi avec Dieu. Parce qu'avec les problèmes qu'ils ont connus depuis au moins 2 ans, il y a même une crise de la foi, en quelque sorte. Il y en a qui se demandent pourquoi Dieu a permis que cela leur arrive. Il y en a qui se posent cette question. Et ceux qui se la posent sont autant animistes que chrétiens que musulmans. Fort heureusement, les grands imams, l'évêque de Bangui et l'église évangélique, c'est-à-dire que tous les grands pasteurs, là, tous les grands hommes religieux de la Centrafrique travaillent main dans la main. Il y a comme une plateforme, qui leur permet, n'est-ce pas, de se retrouver et de débattre des questions spirituelles et de voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter une solution en tant qu'autorité morale. Et la visite du pape François, je crois qu'elle a été bénéfique à la Centrafrique. On ne peut pas encore voir les fruits ou les bénéfices de cette visite-là aujourd'hui. Il a d'ailleurs, il faut le dire, anticipé le lancement de l'année de la miséricorde, qui devait normalement s'ouvrir le 8. Oui. Il l'a lancé à la cathédrale de Bangui. C'est fort significatif. C'est fort significatif de l'avoir lancé à Bangui. C'est parce que Bangui, la Centrafrique, c'est un pays en crise, qui connaît des difficultés. Il est venu dans l'espoir d'apporter la paix, le dialogue et la réconciliation pour que la guerre disparaisse de la Centrafrique. Maintenant, il faut seulement espérer que le processus électoral en cours va déboucher sur un gouvernement démocratiquement élu et que très vite, ceux qui font les désordres vont comprendre la nécessité pour eux de s'incliner devant le pouvoir qui sera élu afin que le nouveau gouvernement puisse travailler dans la sérénité. Pour la réconciliation, pour la réconciliation nationale. Alors, Elie Smith, je ne sais pas comment vous voyez ces élections à venir. Il y a le 13 décembre prochain, le référendum, le 27, le premier tour de la présidentielle. Edmond Kamga évoquait à l'instant la capacité que le spirituel peut avoir dans la paix. Comment vous entrevoyez justement ces élections-là? De manière pacifique, dans l'inquiétude, la crédibilité? Quel est le regard que vous portez sur ces, on va dire, ces différentes échéances électorales à venir? Bon, dans l'inquiétude, pour la crédibilité, on va voir, il faut que ça se tienne d'abord
C'est quand elle va se tenir qu'on va voir si elle était crédible ou non. Parce que le problème dans l'inquiétude, c'est quoi? C'est que la République centrafricaine a une grave crise financière. Et quand on n'est pas capable d'honorer ses engagements financiers, donc je ne sais pas comment ces élections vont avoir lieu dans la paix. Pourquoi? Parce que tous les engagements pris, j'ai dit ça tantôt, n'ont pas été respectés. Parce que quelqu'un qui vit grâce aux raquettes avec son Kalachnikov, comment vas-tu lui convaincre que abandonne votre Kalachnikov pour venir comme un civil sans lui donner l'alternative? Et l'alternative devait se faire si le programme DDR qui est en place depuis 1998, qui n'a jamais eu lieu. C'est ça le problème, c'est ça la grande inquiétude. Donc il faudra par exemple que les bailleurs de fonds précipitent d'abord le programme de désengagement, désarmement, démobilisation et réinsertion. Si ça peut se faire, je crois, un grand pas serait déjà gagné. Parce que qu'est-ce qui fait grossir les rangs de la Séléka ou celui qui est moins organisé, les anti-Balaka? Ce n'est pas uniquement parce que Bozizé est parti dans les conditions peu honorables, parce que Bozizé, on n'a pas respecté les accords de Libreville. Les accords de Libreville ont été violés par la Séléka, soutenus par le Tchad. Ce n'est pas uniquement par ça, mais aussi parce que les Centrafricains aujourd'hui vivent dans la misère. Et la seule issue aujourd'hui, c'est de rejoindre un groupe à l'autre. D'autres rejoignent les anti-Balaka, parce que grâce aux anti-Balaka, ça leur donne quelque chose à vivre au jour le jour. Donc je pense que l'avenir, ou pour la crédibilité de ces élections, dépend de la capacité de la communauté internationale à honorer ses engagements pour, par exemple, les programmes de DDR. Voilà, alors, on a parlé aussi du financement même. Jusqu'à la publication de cette liste, rien ne garantit encore la disponibilité intégrale du financement devront pouvoir couvrir le processus de ces échéances. Le Gabon a certes annoncé un chèque pour la moitié de ce processus. On attendait de voir les pays de la sous-région prendre et mettre la main à la pâte. Est-ce que vous ne voyez pas aussi une espèce de désaffection même en termes d'engagement des pays de la sous-région? Est-ce que le financement ne peut pas être aussi le talon d'Achille de ces échéances-là? C'est vrai ce que tu dis, Christian. Le financement est même au cœur même de la résolution de la crise centrafricaine. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'ordre financier. C'est vrai, l'aspect politique a sa part dans la crise centrafricaine, mais la solution passera aussi et surtout par le financement. Et nous sommes dans une phase électorale où il faut des moyens pour organiser dans les meilleures conditions le scrutin. Je pense que la communauté internationale, et en particulier les bailleurs de fonds, tout à l'heure Smith citait l'ADC pour les bailleurs de fonds d'intervenir rapidement pour appliquer le processus de désarmement, de mobilisation et de réinsertion. C'est fondamental parce que à travers la réinsertion, ceux qui nous pensaient qu'à manipuler l'arme pour vivre comprendront qu'on peut exercer un autre métier, et notamment un métier civil, et en vivre. Je pense pour ma part, qu'en ce qui concerne les pays de la sous-région, notamment de la CEMAC, le Gabon a fait un geste, c'est une promesse. Je pense également que les autres pays de la sous-région, et notamment le Cameroun, qui suit de près l'évolution de la situation en Centrafrique, ne sera pas le dernier à réagir. D'ailleurs, chaque fois que Catherine Samba Panza a fait un voyage à l'étranger, le plus souvent elle est rentrée en passant par le Cameroun, notamment par Douala. Et très souvent elle a rencontré le chef de l'État à qui elle a exprimé, n'est-ce pas, les doléances de son pays. Et ce serait regrettable que le Cameroun ne réagisse pas de manière positive à l'ensemble des doléances qui sont posées à la Centrafrique. J'espère pour ma part que Yaoundé va réagir un peu comme Libreville. On attend également la part de Brazzaville, et sans oublier, n'est-ce pas, le Tchad, dont la position est parfois ambivalente sur les dossiers centrafricains. Mais depuis un certain temps, je pense que le Tchad joue franc jeu en ce qui concerne la Centrafrique. Déjà il a fort à faire aussi avec les problèmes sécuritaires. Tout à fait. Et parce qu'il a fort à faire avec Boko Haram, il comprend pourquoi en Centrafrique la situation... Pourquoi multiplier les fronts? Pourquoi multiplier les fronts? La Centrafrique, le Soudan, avec la frontière de l'autre côté là-bas, en bon stratège, Boko Haram, ça peut faire un peu trop. Tout à fait. En bon stratège, je pense qu'Idriss Déby a compris que ce n'est pas bon de multiplier les fronts. Il faut réduire les fronts. Et je n'ai pas terminé. Il y a la Guinée équatoriale également, qui est véritablement le pays qui, sur le plan de la réalité, a le plus de moyens.
Moi, je pense que c'est l'occasion ou jamais pour Obiangema de démontrer véritablement quel est le poids, son panafricanisme, à travers un soutien conséquent vis-à-vis d'un pays comme la Centrafrique qui souffre. Alors, Elie, vous allez peut-être en rajouter sur ce que disait Edmond, mais il y a aussi la question de la sécurité proprement dite. Elle est déjà mise à mal comme ça. Hein. Sécuriser un processus comme celui-là sur l'ensemble du territoire, est-ce que vous croyez que cette fois-ci, les forces en présence, la mission onusienne notamment, la mission Sangaris, est-ce que vous pensez que cela va se passer dans de bonnes conditions? Oui. Quand on a entendu les propos de Noureddine Adam, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Bon, il y a lieu de s'inquiéter parce que pour moi, c'est le double langage de la communauté internationale, en particulier les Nations Unies. Il y a d'abord, je crois que c'était l'adjoint de Toumenta, le général Mokoko, qui avait déjà invoqué depuis un certain temps que les Nations Unies invoquent, je crois, l'article 7 ou le chapitre 7, selon laquelle eux, ils financent et les pays africains apportent les troupes. C'est ça le problème. Il disait à ce moment que le problème est que, si c'est un problème, que les pays africains ou les pays de la sous-région connaissent mieux la Centrafrique que les forces venues de Bangladesh. La preuve en est que les transporteurs nous disent ici, quand il y a une attaque, c'est Bangladeshi, ils fuient. Donc, si on avait fait confiance aux troupes sous-régionales, dont le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Rwanda et le Burundi, et puis la RDC, en les donnant les moyens logistiques et financiers pour qu'ils augmentent le nombre de troupes, je pense que oui, ils n'auront pas peut-être peur de confronter si Noureddine Adams ou les résidus ou les résistants ou les derniers groupes de la Seleka pouvaient résister ou ceux des anti-Balaka. J'ai participé dans des opérations, par exemple, on parle de Boïrap où les Sangaris ne sont pas capables d'entrer ou n'importe où les forces des Nations Unies. Il faut te rappeler, il me rappelle qu'en janvier ou en février où j'étais là, en 2014, la MISCA à l'époque est allée, c'était commandé par des troupes congolais, mais de la MISCA, ça montre que les pays africains connaissent mieux le terrain, mais ce qui nous manque, c'est la capacité financière. Maintenant, on parlait un peu des autres pays comme le Congo-Brazzaville, le Cameroun. Le problème du Congo-Brazzaville est que une fois de plus, le rôle ambigu de la France, parce que c'est la France qui est comme le parrain de la République centrafricaine. Pourquoi, au moment où le président de la République du Congo a joué un grand rôle, on peut peut-être maintenant douter sur le problème interne qui existe au Congo-Brazzaville, mais on ne peut pas oublier le rôle majeur que Denis Sassou Nguesso a joué pour stabiliser la République centrafricaine en finançant, mais en étant aussi médiateur. Et a financé, par exemple, les derniers forums de Brazzaville. Et vous trouvez qu'on vient, on lui retire la médiation et on remet à Idriss Déby quelqu'un qui est contesté par les Centrafricains. Qui disent quelques Centrafricains et partisans. Et voilà. Et pourtant, Denis Sassou Nguesso était un peu consensuel. L'unanimité, il était neutre dans la... Donc c'est ça le problème. Donc ce problème de financement, d'autres pays vont peut-être hésiter, comme le Cameroun et peut-être le Congo-Brazzaville, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a des rôles des pays qui pensent que... Et on doit donner les noms. Oui, on doit donner les noms. Le Tchad et la France pensent qu'ils doivent être comme des Bismarck ou des gouverneurs de la République centrafricaine. Le Tchad, oui, est devenu stratège parce qu'ils ont fait des alliances avec le Soudan. La partie orientale est maintenant stabilisée, mais la partie occidentale est un peu... harcelée par le Boko Haram. Donc je pense que le problème de la République centrafricaine, je crois, Edmond l'a dit, c'est le financement, la participation sincère des pays de la sous-région et de la communauté internationale va dicter l'avenir et de la stabilité de la République centrafricaine. Alors, on est au terme de l'émission. Edmond Kambia, une autre donnée quand même pour ces échéances électorales, peut-être le jeu des alliances. On va voir quelle sera l'influence du Kouanakwa, le parti de François Bozizé, mais aussi il y a la question de la participation, le taux de participation ou alors l'affluence, quand on sait que le recensement lui-même avait déjà connu quelques griefs. On n'est pas si sûr qu'avec autant de déplacés, on puisse avoir peut-être beaucoup de votants. Est-ce que vous avez l'impression que les électeurs, dans ce processus-là, vont se mobiliser pour sortir? Bon, d'abord, les arguments avancés, qui sont les arguments officiels de Bangui, c'est que l'autorité nationale des élections a fait de son mieux pour que le maximum de Centrafricains en âge de voter puissent aller aux urnes et voter. Ils ont même pu, à la demande n'est-ce pas, de certaines parties prenantes,
pu permettre, n'est-ce pas, aux réfugiés de voter. Parce qu'au départ, il n'était pas permis que les réfugiés votent, ils vont voter. Donc on s'attend à une participation qui probablement ne sera pas à la mesure d'une participation en temps normal. Nous sommes en temps de crise. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir le maximum de voix, c'est-à-dire dans les taux de 70%, ce sera très difficile. Tout au plus, peut-être entre 40 et 60%. Voilà. En tout cas, on espère que cette échéance électorale, ces échéances électorales attendues du côté de la République centrafricaine vont se dérouler dans le calme, avec une participation conséquente des Centrafricains pour décider de l'avenir, n'est-ce pas, de leur pays, avec surtout une sincérité au sein des acteurs. La République centrafricaine en a besoin, la sous-région en a besoin, le Cameroun aussi, violemment touché par, n'est-ce pas, les dérives sécuritaires liées de cette crise centrafricaine dans sa partie orientale, autant pour moi. Madame Kantavou, Monsieur Kantavou, merci de nous avoir prêté votre attention pour cette autre édition du débat sur Canal 2 Info. Elie Smith était en notre compagnie pour cet autre échange. Edmond Kamga aussi nous a gratifié de sa présence. C'était un plaisir. Restez scotchés sur les programmes de la chaîne bleue.